Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci de vous joindre à nous aujourd'hui et de prendre le temps. Si vous êtes là pour le webinaire avec un sujet qui est comment monter un système de gestion d'incidents en moins d'une semaine, vous êtes au bon endroit. Si vous n'êtes pas au bon endroit, vous pouvez rester. On va essayer de faire le contenu assez intéressant pour que ça captive votre attention de toute manière. Alors, pour démarrer, je vais juste aller avec un agenda, donc discuter de qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, on va s'introduire, on va parler des objectifs qu'on a pour le webinaire. Ensuite, on va parler de la gestion des incidents dans le contexte actuel, donc bien sûr un contexte inédit. Qu'est-ce qui est important au niveau de la gestion des incidents? On va parler de qu'est-ce que la plateforme Microsoft Dynamics 365 peut faire pour nous aider et qu'est-ce que Microsoft en tant que compagnie également peut faire pour nous aider. Et ensuite, on va parler donc des étapes pour monter un système en moins d'une semaine, 5 étapes. Bien sûr, une période de questions qu'on garde sur la fin, mais à tout moment, si vous avez des questions, sentez-vous libre de les mettre dans la fenêtre de chat. On va faire en sorte de les regarder régulièrement pour s'assurer qu'elles soient adressées. Donc, pour démarrer, on va s'introduire. Donc, je vais laisser mon collègue Pierre Gilbert s'introduire. Pierre? Oui, bonjour à tous. Alors, une photo qui m'avantage énormément. Donc, je suis Pierre Gilbert, directeur des ventes chez XRM Vision. Déjà plus de 25 ans d'expérience dans les technologies de l'information. Alors, quand on regarde le contexte actuel, j'ai vu quelques autres crises et assisté aux beaux moments, des moments plus difficiles dans le monde des TI, etc. Donc, mon parcours, j'ai travaillé avec des partenaires et des manufacturiers de logiciels. Et j'ai eu la chance de travailler avec certains d'entre vous que je salue et merci de prendre le temps de nous écouter. À toi, Salim. Merci Pierre. Alors Pierre va intervenir un peu vers la fin du contenu. Alors vous allez devoir écouter ma voix tout le long. Alors je m'excuse d'avance. Salim Adamon, donc moi je suis directeur des solutions d'affaires chez XRM Vision avec beaucoup d'expérience avec la plateforme Microsoft Dynamics CRM, notamment depuis la version 3.0. Et donc travaillé à plusieurs rôles, architecte de solutions, développement, et sur une centaine d'implantations. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous guider principalement à travers notre contenu et bien sûr, on aura l'occasion d'échanger là-dessus plus amplement. Je veux revenir sur les objectifs qu'on se donne. Ici, ce qui est important, c'est de se dire, une fois qu'on aura terminé la rencontre aujourd'hui, si ces 4 éléments-là sont retenus, ce sera une réussite pour nous. Premièrement, objectif, l'importance d'un système de gestion des incidents aujourd'hui. Donc, en quoi est-ce que c'est important? Ensuite, comprendre l'engagement de Microsoft avec sa plateforme Dynamics 365 pour Customer Service. Comprendre le potentiel de ce système-là pour votre organisation et finalement être à l'aise avec les étapes clés pour une implantation avec succès dans un temps très, très rapide. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, la gestion des incidents dans un monde qui est complètement en changement. Donc, quelque chose qui est aujourd'hui important, quelque chose qui est aujourd'hui stratégique. On va d'abord mettre la table. On parle de gestion des incidents, mais en termes de terminologie, je veux m'assurer qu'on est tous d'accord sur le principe. Donc, on va parler de gestion des demandes, gestion des requêtes, gestion des cas ou gestion des incidents. Donc, les termes sont différents. Par contre, dans tous les cas, on est toujours à avoir une situation où on a des gens qui ont des questions, des gens qui ont besoin d'un service qui doit leur être fourni et il faut qu'il y ait un processus pour traiter les questions et fournir une réponse en sortie aux gens qui ont besoin de ces réponses-là. Donc, peu importe le terme qu'on utilise, c'est sûr que moi, je vais beaucoup utiliser gestion des incidents aujourd'hui parce que c'est un terme plateforme. Par contre, il faut savoir qu'on parle vraiment de la gestion de cas, gestion de requêtes, de demandes. Donc, vraiment, au niveau de terminologie, faut rester ouvert là-dessus. Il faut les mettre ça au début et ensuite parler de la gestion des incidents. Donc, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous emmène à regarder ce genre de système de manière un peu plus attentive? Premièrement, avec la pandémie internationale qu'on a actuellement, il y a eu en quelques semaines une virtualisation des milieux de travail. Donc, les gens qui travaillaient, allaient au bureau chaque jour, tout d'un coup se retrouvent à être des employés à distance.
et ils vont souvent avoir, par exemple, des questions, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, des questions pour leur employeur, aux ressources humaines, questions sur la paie, questions sur les heures de travail, questions sur la productivité dans un contexte où ils se retrouvent avec une certaine dégradation de productivité à la maison, avec des enfants qui courent partout. Donc, il y a tout cet aspect-là des employés qui ont besoin de poser des questions, d'interagir avec leur employeur. Il y a également une virtualisation des activités quotidiennes. Donc, nous, en tant qu'employés, on travaille chez nous, mais également certaines des activités qu'on avait l'habitude de faire de manière journalière, de manière quotidienne, fréquente, on se retrouve à devoir en faire beaucoup aujourd'hui de manière virtuelle. Exemple, beaucoup de transactions bancaires, aller à la banque, poser des questions, ouvrir des nouveaux comptes. Pour certaines de ces opérations-là, il fallait aller à la banque. D'autres exemples, par exemple, si on est étudiant, on doit aller au registrariat pour s'inscrire à des cours, comprendre ce qui s'est passé sur une facture, payer une facture, mais le registrariat, il est fermé. Donc, pour tout ça, comment est-ce qu'on fait pour en tant qu'entreprise qui recevons des demandes maintenant d'une manière complètement différente, comment est-ce qu'on fait pour les capter et comment est-ce qu'on fait pour les traiter? C'est la question qu'on se pose ici. Donc, je parlais de l'université, donc le registraire, comment est-ce qu'il s'assure que ces gens sont en mesure de recevoir des demandes, même si le bureau est fermé, qu'ils puissent les traiter? Même chose pour le banquier. Donc, on regarde deux axes pour ce qui est du traitement de cette demande-là. On regarde deux axes principalement qui font qu'il y a un changement et qu'il faut qu'on regarde ces aspects-là de manière un peu plus précise. Premièrement, le flux de questions qui est en augmentation. C'est une période d'incertitude à plusieurs points de vue. Donc, les gens se posent beaucoup de questions et tout le monde finit par en recevoir plus, donc les organisations, les employeurs, et il va falloir y répondre. L'autre changement majeur aussi qu'on voit, c'est que les canaux de communication maintenant sont différents. Donc, quand j'allais au bureau quasiment chaque jour et que si j'ai une question pour les ressources humaines, les gens sont assis par là, je passe, je pose ma question, j'ai ma réponse et je continue. Maintenant, il faut que j'envoie des courriels à des individus. Est-ce que ça va se perdre entre des cracks parce qu'il y a vraiment beaucoup de courriels? Donc, il y a un canal de communication qui devient différent et donc, il faut impérativement pouvoir le standardiser pour que les demandes puissent être traitées de manière efficace. Donc, le défi pour les organisations, principalement, il va s'agir ici de pouvoir s'équiper très rapidement. Quand en 2 semaines, on dit à tout le monde d'aller travailler de la maison, ce n'est pas évident de tout de suite avoir tous les outils pour fonctionner et les gens vont avoir des questions envers leur employeur pour comment est-ce que je fonctionne. Même chose pour le consommateur qui va avoir des questions envers sa banque pour dire j'ai besoin de faire telle ou telle opération. Avant, j'allais en succursale, maintenant la succursale est fermée. Comment est-ce que je peux faire? Donc, il faut s'organiser très rapidement pour gérer cette demande-là qui vont rentrer. Il faut également commencer dès maintenant à regarder les modèles de fonctionnement dans le futur, parce que je pense qu'une crise comme celle qu'on vit actuellement va ouvrir les yeux à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entreprises sur les modes de fonctionnement. Donc oui, c'est génial d'avoir un bureau pour beaucoup de raisons. Par contre, il faut être prêt à ne pas manquer de productivité si les gens se retrouvent à l'extérieur du bureau. Donc, il faut y penser dès maintenant et il faut donc s'outiller tout de suite ou tout du moins penser à une stratégie pour s'outiller. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très importants et c'est des défis pour les organisations aujourd'hui parce que la vitesse d'adaptation est quasiment inédite. Donc, la gestion des incidents avec la plateforme Dynamics 365 for Customer Service. Je veux commencer par parler de l'engagement de Microsoft. Donc, Microsoft étant la compagnie qu'elle est, elle regarde comment est-ce qu'elle peut aider ses clients et les différentes personnes qui sont affectées par la pandémie, comment est-ce qu'elle peut les aider à être plus productives. Et leur engagement, c'est d'aider les centres de contact à répondre à une demande sans précédent. Et effectivement, la demande aujourd'hui est sans précédent. On n'a jamais eu autant de demandes qui arrivent dans une période de temps aussi courte. Et comment est-ce que Microsoft fait ça de manière concrète? Et ce qu'on voulait apporter ici, informer tout au moins les gens qui ne sont pas au courant, c'est que Microsoft offre la plateforme Dynamics 365 for Customer Service sans frais pour une période qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc là, l'idée, c'est une offre qui va s'appliquer pour des organisations qui ont eu des opérations impactées par la pandémie de COVID-19. Donc, est-ce que vous avez dû précipitamment en renvoyer tout le monde à la maison et qui travaille à distance? Comment est-ce qu'on s'organise une fois que les gens sont à distance? Est-ce que vous avez dû offrir une nouvelle manière de fonctionner pour vos clients?
Et maintenant, il faut qu'ils vous contactent et que ces données-là soient, et que les demandes, les contacts soient stockés quelque part pour être traités. Donc, c'est ce genre de choses-là. Quand il y a un impact au niveau de vos opérations avec la pandémie de COVID-19, Microsoft se lève et dit, ben, on va vous aider. On donne la plateforme Customer Service pour une période qui peut aller jusqu'à 6 mois et également jusqu'à, je crois, 250 utilisateurs. Aussi important de mentionner que parmi les produits qui sont ciblés par cette offre de Microsoft, il y a également le produit Dynamics 365 Remote Assist, qui lui est un produit qui permet aux gens qui travaillent sur le terrain d'interagir. Par exemple, un technicien qui va sur le terrain pour réparer un véhicule peut interagir avec un ingénieur dans un bureau avec son téléphone et lui montrer en live le matériel sur lequel il opère, et la personne qui est donc au bureau et qui regarde l'écran est en mesure de faire des annotations et d'aider la personne sur le terrain à répondre aux besoins et à fixer les enjeux qu'il a sur le terrain. Et il y a également la plateforme Digital Messaging qui est incluse dans l'offre de Microsoft. Et ça, c'est une plateforme qui permet à même la plateforme Dynamics 365 Customer Service d'intégrer tout ce qui est communication, donc des chats par SMS, des chats avec du portail, et également avec Facebook Messenger, par exemple. Donc, si vous avez plusieurs canaux de communication à travers lesquels les données arrivent, les demandes arrivent, vous avez Digital Messaging qui va être la clé pour pouvoir ramener tout à travers un seul système et avoir une certaine harmonisation dans le traitement de ces communications et de cet engagement avec vos clients-là. Donc, c'est très important de savoir que vous avez ça comme option aujourd'hui. Si vous êtes dans une situation où vous êtes impacté par justement des demandes qui sont importantes, comment est-ce qu'on peut les gérer assez rapidement? Voilà une solution qui est disponible et qui est offerte par Microsoft. Je crois que j'ai une question. Non, je pensais que j'avais une question, mais je n'en ai pas. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'onglet de chat et on va le monitorer souvent. Alors, on continue. Donc, pour démarrer, c'est sûr qu'il faut connaître la plateforme, pour savoir avec quelle plateforme on travaille. Donc, il faut aller chercher les fondations, savoir qu'est-ce qu'il y a un peu sous le capot pour pouvoir se dire, ben, est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens un peu pour mon organisation ou non? C'est ce qu'on a voulu faire ici en montrant les différents éléments qui sont inclus dans la plateforme. Donc, évidemment, c'est un système de gestion des incidents. Donc, les incidents sont au cœur de la plateforme. Puis après, il faut voir qu'on a un peu une panoplie d'éléments qui viennent complémenter en fait ces incidents-là. Donc, on va avoir la possibilité de faire tout ce qui est de la gestion du niveau de service, donc du SLA, répondre à première réponse dans un certain temps. Ensuite, résolution dans un certain temps pour pouvoir s'assurer que le niveau de service reste bon. On a bien sûr des tableaux de bord qui ont deux perspectives, toujours une perspective du gestionnaire qui va avoir plus des statistiques sur ce qui se passe dans son organisation et de la perspective aussi de la personne qui gère les incidents pour savoir c'est quoi les priorités, sur quoi elle travaille en ce moment et les choses sur lesquelles elle doit travailler plus tard. Donc, directement lié à ça, il y a le concept des files d'attente. Donc, une adresse courriel qui, au lieu aujourd'hui d'être une boîte partagée, se retrouve directement à l'intérieur de la plateforme pour être traitée. Autour de ça, je vais également mentionner la base de connaissances. Donc, s'il y a des éléments qui reviennent souvent et qu'on est en mesure d'écrire un article ou plusieurs qui vont fournir des réponses standardisées, on les met dans une base de connaissances qui devient partageable. On a bien sûr la gestion des activités où on peut créer des tâches, des courriels, des rendez-vous. Les messages digitaux dont j'en ai parlé tout à l'heure, le portail client aussi. Donc, si vous avez un portail où vous voulez que vos clients se connectent pour consulter leur dossier, poser des questions, c'est également une possibilité. Donc, ça, c'est un peu tout ce qu'il y a sous le capot de cette plateforme-là. Et quand je dis tout ce qu'il y a, j'en laisse parce qu'il y a pas mal plus de choses. Mais je pense que dans un contexte où on veut aller rapidement et avoir de la valeur, la plupart des éléments qu'on a ici sont les éléments qui vont être clés et qui peuvent être mis en place avec quasiment aucune personnalisation et vous donner une valeur ajoutée qui est quasi instantanée. Alors, ce que je voulais faire avant de passer dans les étapes, les fameuses étapes de comment est-ce qu'on arrive à monter un système comme ça en une semaine ou moins, je voulais faire une petite démonstration
de l'application. Donc, ça ne va pas être extrêmement long, mais ça va vous permettre de voir comment est-ce que si on a un processus qui est manuel aujourd'hui, exemple, on a une boîte courriel partagée, comment est-ce qu'on peut facilement la rediriger dans Dynamics et avoir Dynamics qui devient le cœur en fait de la gestion de l'entrée des demandes et du traitement de cette demande-là. Je vais faire un petit tour, ça ne devrait pas nous prendre énormément de temps, mais c'est important, je pense, de bien cerner qu'est-ce que la plateforme fait et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour gérer vos demandes. Alors, on va faire ça. Je change juste d'écran. Avant de démarrer, je vais m'envoyer un courriel. Donc ici, je vais envoyer un courriel à la boîte partagée, donc qui reçoit toutes les demandes. Et ensuite, on ira dans le CRM, on va montrer comment est-ce que ce courriel-là est reçu et comment est-ce qu'il peut être pris en charge. Donc, je vais juste envoyer ça ici. Et, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez, ce n'était pas prévu. Ah, bon, je ne l'avais jamais vu. Excusez-moi, ce n'était pas prévu. Bon, voilà, mon courriel est parti. C'est bon. Ensuite, on va aller dans notre système et donc, là, vous voyez que le courriel a été reçu, donc c'est le courriel que je viens d'envoyer. Ensuite, on va voir comment est-ce que, côté Dynamics, tout ça vient se brancher ensemble. Donc là, tout simplement, j'ai reçu un courriel de quelqu'un avec une demande. Donc, typiquement, dans un monde d'aujourd'hui, quand on n'a pas eu le temps de mettre un CRM en place, mais il y a plusieurs personnes qui vont être en charge de monitorer une boîte comme ça, puis ils vont avoir des dossiers, par exemple, où ils vont ramener les courriels pour indiquer qu'ils les prennent en charge. Donc, c'est une manière de fonctionner qui est courante. Alors, nous, ce qu'on veut voir, on va commencer dans le système ici. Quand on arrive dans Dynamics, ce que je veux montrer ici, c'est que j'ai plusieurs manières de visualiser et de prendre en charge mes éléments de travail. Donc, quand j'arrive dans le système, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc là, je suis dans l'application Dynamics 365. J'ai sur la gauche mon milieu, tout mon site, toute ma navigation, donc toutes les différentes zones que je peux traiter. Donc, j'ai une zone de tâches, de clients, de services qui sont les plus pertinentes pour nous aujourd'hui. Et ici, j'ai des écrans donc, qui vont être le contenu sur lequel je clique en fonction de ce que j'ai sur la gauche ici. Donc là, je suis dans les tableaux de bord et donc j'ai un tableau de bord niveau 1. Je suis quelqu'un qui fait du travail. Alors, j'ai besoin de savoir quels sont les incidents qui me sont assignés et sur lesquels je dois travailler, par exemple. Je peux filtrer pour prendre les plus prioritaires en premier parce que c'est eux qu'il faut traiter en premier. Je peux également avoir un historique des incidents que j'ai résolus récemment, un brouillon, mes courriels électroniques qui ne sont pas encore partis. Donc, si j'ai des courriels dans le système que je dois terminer, j'ai une visibilité directement sur ces derniers. Et j'ai également la liste de mes activités. Donc, dans les activités, vous voyez que j'ai un rendez-vous, j'ai des appels téléphoniques, j'ai des tâches. Donc, tout ça, ce sont les types d'activités qui peuvent être traités dans Dynamics ici. En haut, vous voyez que j'ai des cartes qui sont plus informationnelles. Ça, c'est de l'information qui peut être un peu plus managériale, comprendre les origines des incidents, comprendre les comptes qui ont le plus de demandes actives et comprendre le statut en termes de demandes qui sont en cours, suspendues, terminées, etc. Donc, ça, c'est une manière de rentrer dans le système et d'avoir une vue rapide sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est là. Ensuite, ce qu'on ferait dans un système où d'habitude on a une boîte de courriel partagé qui reçoit tout simplement des emails, ben là, on peut créer des files d'attente. Et dans ces files d'attente-là, on va les brancher directement avec la boîte partagée. Donc ici, je vais prendre dans la file d'attente, je vais regarder les éléments qui sont disponibles à traiter et je vais prendre également toutes les files d'attente. Alors, une petite seconde. J'ai des questions, je vais y répondre au fur et à mesure comme je peux. J'ai une question qui demande, est-ce qu'on est on-premise ou dans le cloud? Là, on est cloud uniquement.
Et est-ce que le tableau de bord que je viens de montrer, est-ce qu'il est built-in ou est-ce qu'il est out of the box? Il est out of the box. Tout ce que je montre aujourd'hui est out of the box. Il y a zéro personnalisation. C'est vraiment le plus vanille possible. Et on aime ça. Si vous avez des questions, continuez. Voilà. Donc, ici, je me retrouve donc dans la file d'attente où je vais avoir plusieurs éléments que je trie en fonction de la date d'entrée dans la file d'attente. Vous voyez que les éléments sont différents. Donc, j'ai des courriels, j'ai des incidents, des rendez-vous, des appels téléphoniques. Donc, tout ce qui est activité, je peux les rentrer dans une file d'attente et puis je peux définir le type d'objet qui se retrouve dans une file d'attente. Ensuite, une fois que les objets sont dans la file d'attente, là, j'ai un courriel. Donc là, vous reconnaissez, c'est le courriel que j'ai envoyé tout à l'heure. Question sur la période de paye. Je reviens dans, ma mailbox. Ici, vous voyez que j'ai ce même courriel-là et j'ai un petit indicateur ici qui dit Track to Dynamics 365. Donc, il y a un système qui, tous les courriels qui rentrent dans cette mailbox se retrouvent directement dans le CRM. Puis, j'ai ce petit indicateur qui me dit ils ont été pris en charge, ils sont dans le CRM, ces courriels. Donc, je l'ai ici. Puis là, je vais le choisir parce que c'est dans une file d'attente disponible à traiter. Donc là, je vais le prendre. Je vais dire, ben, finalement, c'est moi qui va traiter celui-là. Et je vais le retirer de la file d'attente. Et je vais aller ensuite sur les éléments que je traite. Donc, je me suis assigné ce courriel parce que je veux le traiter. Donc, ce sera un peu l'équivalent dans la mailbox de créer un répertoire qui a mon nom et de ramener le courriel là-dedans pour dire, ben, finalement, c'est moi qui le traite. Alors que là, vous l'avez directement dans le système. Et ce qui est intéressant ici, une fois que j'ouvre ce courriel-là, ben, il y a de l'information qui est rentrée sur la personne qui l'a envoyé. Puis, j'ai le contenu qui n'est pas visible pour l'instant, ça va arriver. Ce que je voulais vous montrer ici, donc je consulte le courriel, puis là, j'ai la possibilité de le convertir en incident parce que ben, je me rends compte qu'il y a une certaine procédure pour répondre à cette question-là. Alors, je fais la conversion ici. Là, je m'attends à ce que le système génère un incident. Donc, avec de l'information de base récupérée du courriel, donc le contenu du courriel qui devrait s'y retrouver, le titre aussi qui devrait s'y retrouver, le demandeur qui devrait être créé également en tant que contact. Alors, si je fais ça, je suis redirigé vers l'incident en question. Et dans cet incident, quelque chose a pointé. Donc, évidemment, le nom qui est venu, qui est le même titre que le sujet du courriel. J'ai le contact qui a été créé et j'ai son information ici. J'avais uniquement un courriel. Et j'ai ici le courriel en tant que tel. Donc, j'ai un lien direct au courriel qui a généré la création de cet incident-là avec, bien sûr, l'origine qui est un incident. J'ai également les différentes étapes pour aller vers la fermeture de cet incident-là. Donc là, je suis dans l'identification, comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, ça va, tout va bien. Et je suis en mesure ensuite d'aller à la phase d'après, qui serait la recherche. Donc, une fois que j'ai identifié quel est ce case, qui sont les personnes qui sont impliquées, là, la recherche, c'est quels sont les éléments que je peux utiliser pour pouvoir répondre à ce client-là et pouvoir fermer cette demande-là. À noter ici que je pourrais attribuer justement l'incident à quelqu'un d'autre. Donc, si je cherche ici mon collègue Jean-François. Donc, je pourrais lui assigner cet incident-là et lui recevra une notification où dans sa file d'attente, il se retrouvera avec cet incident-là à traiter. Bon, dans ce cas-là, je vais être gentil, je vais le garder pour moi. Je vais faire le traitement tout seul. Oups, je vais trop vite. Voilà. Et maintenant, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour répondre à cette demande-là? Premièrement, ici, comme vous voyez, j'ai un courriel, donc cette activité qui est fermée. Alors, je peux dire, ben, je pourrais y répondre. J'ai une question à laquelle je vais revenir. Je pourrais répondre à ce courriel, donc je vais l'ouvrir en cliquant ici, ouvrir l'enregistrement. Donc, mon courriel arrive, puis là, je peux faire répondre. Ici, très intéressant, vous allez voir. Donc, quelques points à noter. Donc là, je peux composer un courriel normal. Voici mes questions pour vous. Il se peut aussi que j'ai un set de questions qui soit standardisé afin de pouvoir répondre à des questions qui m'arrivent. Donc, je peux insérer un modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici
et je vais dire au système, donne-moi les modèles qui sont disponibles, qui ont été configurés dans le système. Donc, je fais sélectionner. Puis là, j'ai des modèles qui sont disponibles. Donc, à savoir, évidemment, on a des modèles dans des langues. Donc là, je vais chercher les modèles qui sont en français. On pourrait choisir ceux en anglais également. Vous m'excuserez, mes modèles n'ont pas vraiment de contexte. Donc, j'en prends un, reprendre contact, par exemple, puis je l'applique. Voulez-vous remplacer le sujet? Non, je ne remplace pas le sujet, juste le contenu. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, il y a du contenu qui a été inséré. Bien sûr, le contenu peut avoir des markups, donc des éléments qui proviennent de la fiche contact. Donc, cher client, au lieu d'être cher client, ça aurait pu être cher Abdel, par exemple. Également, ce que je voulais pointer ici sur la droite, l'activité du destinataire ne sera pas suivie. On peut suivre les activités. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir identifier quand est-ce que les courriels ont été ouverts, à quelle fréquence, etc. On peut également prévoir un envoi pour plus tard. Et on peut se définir un rappel dans le cas où, par exemple, on n'a pas eu de réponse dans un certain temps. Donc, si on s'attend à avoir une réponse en une journée, on peut se mettre un rappel pour faire un suivi si on n'a pas eu de réponse dans ce délai-là. Donc, ces options-là sont très sympathiques. Ensuite, également, l'autre point, c'est qu'au niveau des signatures, mais si on travaille avec une boîte partagée, je peux faire ça ici. Donc, je mets ma file d'attente. C'est ma file d'attente qui va répondre, ce n'est pas moi. Et je peux également insérer une signature, si on a une signature qui est standard, pour ne pas que les messages soient personnalisés envers un individu, pour que l'individu soit ciblé personnellement après. Donc, on peut envoyer ça. Et puis, comme tout est dans Office 365, tout est connecté, le courriel va être envoyé à partir de la boîte partagée demande générale ici. Donc, de retour dans mon contexte du traitement de l'incident, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un incident. Donc, j'ai créé un incident à partir d'un courriel entrant. J'ai regardé, analysé mon incident. J'ai répondu au courriel pour poser une question. Donc, il y a une certaine interaction là qui s'est faite entre moi et la personne qui m'a posé la question, la personne qui a la demande d'ouverte. Ensuite, si je reviens sur l'incident, ici, je m'attends à ce que j'ai le nouveau courriel qui se soit rajouté. Donc, effectivement, vous voyez que là, j'avais mon courriel d'entrée et j'ai un courriel de réponse qui est celui que je viens d'envoyer et qui dit envoyé à l'instant, pas encore ouvert. Alors, ça, c'est cool parce qu'on peut voir une fois que la personne l'a ouvert de son côté, on peut le savoir ici également. D'ailleurs, on devrait l'avoir reçu. Voilà, donc on a reçu le courriel qui provient du traitement des demandes. Voilà. Donc, éventuellement, en faisant un rafraîchissement ici, on verrait que ça a été ouvert. Donc, ça, c'est une manière de pouvoir interagir avec la personne. Donc, j'aurais pu répondre directement et fermer l'incident ou j'aurais pu juste avoir un échange pour obtenir plus d'informations. L'autre manière aussi, c'est si on a des réponses qui sont standardisées, on peut utiliser la base de connaissances. Donc, en cliquant sur ce petit bouton ici, il y a une recherche qui est automatiquement faite sur les articles de base de connaissances qui sont dans mon système, dans la langue dans laquelle je suis. Donc ici, les recherches sont faites sur les articles qui sont en français. Là, effectivement, vous allez me dire, oui, le contenu en anglais, c'est vrai. C'est parce qu'on a mis la langue de l'article comme étant français pour que certains résultats soient retournés dans ce cas-là. Mais en temps normal, on pourrait avoir plusieurs articles dans chacune des langues. Donc, le système fait automatiquement une recherche sur l'ensemble des articles de la base de connaissances, puis il nous les ressort ici. Donc, on est en mesure de faire plusieurs choses ici. On peut les lier directement à l'enregistrement actuel. Donc, ça, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de l'envoyer. Donc, peut-être qu'on veut juste le lier à l'incident pour qu'on puisse comprendre que ça a aidé dans le processus de résolution. On peut l'ouvrir ici, dans une autre fenêtre, si on veut l'analyser de plus près. Donc, voir le détail, essayer de voir comment ça peut nous aider pour résoudre l'incident. Finalement, on peut également envoyer cet article par courriel directement. Donc, vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait un courriel où j'ai envoyé un gabarit, donc des modèles qui étaient existants. Là, ce ne serait pas un modèle, mais ce serait par contre juste le contenu de mon article dans un courriel. Donc, vous comprenez le principe. Là, je ne le cliquerai pas. J'ai quelques questions. Je vais m'arrêter. Première question, si le contact est déjà dans mon CRM avec des informations de compte,
nom de compagnie, est-ce que le système va directement chercher ces informations en fonction du courriel? La réponse est oui. Donc, si le contact existe déjà dans le système avec son courriel, il va avoir un mapping qui sera fait et on prendra le contact existant. Donc, tout à fait. Et j'ai une autre question aussi où on demande s'il y a un historique de tous les propriétaires qui ont traité les incidents. Et la réponse est également oui. Donc, il y a un historique de tous les changements qui sont faits, y compris les changements de propriétaires. Dernier élément que je voulais montrer ici, on peut également décider de créer des tâches et de les assigner à quelqu'un d'autre parce qu'on a besoin de support pour la gestion de cet incident-là. Donc, je pourrais cliquer sur le petit plus et cliquer sur tâches. Et le système va me proposer une fenêtre ici. Donc, je vais dire obtenir information sur la paye. Je vais mettre une description ici. Puis, je vais pouvoir assigner ça à quelqu'un qui n'est pas moi. Alors, ce coup-ci, je n'épargnerai pas mon collègue. Voilà. Et on envoie ça. Donc, ici encore, c'est une autre manière de montrer que on peut avoir non seulement des courriels pour interagir avec le client ou avec des gens à l'interne, on peut avoir des articles de base de connaissances qu'on peut utiliser, renvoyer directement au client ou se familiariser avec le sujet pour pouvoir apporter une réponse à nos clients. Et également, on peut avoir un système de tâches, donc en fonction du type de demande que vous recevez, différentes tâches qui sont créées manuellement ou automatiquement et assignées à différentes personnes qui peuvent aider parce qu'ils ont l'expertise du corps métier, par exemple. Donc, ça, c'était un aspect que je voulais montrer aussi. Et pour terminer, bien sûr, on continue, on passe à l'étape d'après qui est tout simplement la résolution où on va aller résoudre l'incident. Et bon, donc ça, c'est une technicalité. Il faut que toutes les activités soient terminées quand l'incident est résolu. Terminé. Voilà. À savoir que les actions à la fin d'un incident peuvent être aussi personnalisées. Donc, ici, vous avez vu qu'il y avait quelques questions, le temps de résolution, tout ça. Le temps de résolution peut être calculé automatiquement. Et puis également, on peut poser d'autres questions. Il n'y a pas nécessairement un aspect de facturation dans ça. J'ai perdu mon écran. Okay. Voilà, donc ça, en termes de démonstration, ça fait le tour de ce que je voulais montrer. Donc, j'espère que c'était pertinent. Je pense qu'avant d'essayer de mettre un système en place, une des étapes qui est importante, justement, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce système-là et ensuite d'aller de l'avant en prenant justement les aspects qui sont les plus pertinents à implanter. Ensuite, je vais continuer avec ma présentation. Je vais partager le bon écran. Hop. Et on continue. Donc maintenant, sur la portion un peu plus intéressante, c'est quoi les 5 étapes pour monter un système en moins d'une semaine? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On a des étapes qui sont simples. Donc, on a une découverte de l'application. Donc là, je viens de vous faire une mini-session de découverte pour comprendre quelles sont les fonctionnalités disponibles. On a une analyse des processus de service. Donc, qu'est-ce que vous faites en termes de service? Quels sont les types de demandes que vous recevez? Comment vous les recevez? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau système? Paramétrisation et configuration, qui nous amène à la 3e étape. Une fois que la paramétrisation, configuration est terminée, on fait une formation et on lance le tout. Et plus tard dans le temps, on fait de la stabilisation et ce qu'on dirait du fine-tuning, une fois qu'on s'est approprié le système. Une question sur la licence, j'y reviendrai. Donc, je vais passer chacune des étapes et expliquer un peu ce qui se cache sous le capot. Pour ce qui est de la découverte de l'application, ce qu'il faut faire, c'est avoir une vue d'ensemble des fonctionnalités, comprendre qu'est-ce que la plateforme fait. Et ça va nous permettre d'identifier ce qui peut être pertinent pour notre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un aspect qui est important parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui font de la gestion d'incidents. Donc, on ne peut pas juste se lancer en disant « je vais prendre celui-là ». Il faut quand même qu'on regarde est-ce que ça va répondre à un besoin, est-ce que ça va simplifier nos vies d'une manière ou d'une autre.
faut survoler les modes d'installation. Alors ça, c'est très important. Par exemple, ici avec Dynamics, mais on est dans Office 365. Si vous l'avez déjà, ou Microsoft 365, ça change de nom. On a de l'intégration avec les courriels. Alors, si vous êtes dans Office 365, ça aide. Intégration pour la gestion des documents avec SharePoint Online, avec OneNote, ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut regarder. Regarder des contraintes plus techniques aussi. Là, c'est sûr que nous, on est focusé sur Dynamics 365 for Customer Service, qui est dans le cloud. Mais si vous étiez dans un système on-premise, mais à ce moment-là, il faudrait regarder les contraintes techniques pour le mettre en place rapidement. Ça prendrait probablement plus que 5 jours. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Et c'est une étape qui ne prend pas énormément de temps. C'est trouver quelqu'un qui connaît le produit, survoler les fonctionnalités avec et comprendre toutes les différentes contraintes qui sont liées à cela. Deuxième étape, donc, analyse des processus de service. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut essayer de comprendre les processus d'affaires à l'interne. Qui est-ce qui reçoit des demandes? Quel type de demande on reçoit? Comment est-ce qu'on les traite aujourd'hui? Est-ce que ce sont des mailbox? Est-ce que c'est plusieurs personnes qui reçoivent des courriels en copie? Comment est-ce qu'ils gèrent ensuite ces demandes-là? Comment est-ce qu'on sait qui est-ce qui les prend en charge, etc. Donc, c'est de comprendre, de faire un mapping sur notre processus pour ensuite faire un fit gap. Voilà ce que j'ai vu dans la première étape en termes de découverte de l'application. J'ai compris les fonctionnalités. Voilà comment je fonctionne. L'écart, il est où? Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quels sont les modules qui sont intéressants que je vais pouvoir prendre et incorporer dans mon organisation pour apporter de la valeur? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Encore une fois, pas très compliqué parce qu'il y a un travail de comprendre qu'est-ce que vous faites. Il y a un travail d'analyser l'écart avec la plateforme et il y a un travail de dire, ben, en fonction de ce qu'on a vu, ben, voici les éléments qui font du sens à mettre en place et voilà ce qu'on prend, on y va. Donc là, c'est à peu près une journée de travail. La prochaine étape, bien sûr, c'est l'étape qui est la plus lourde, c'est de la paramétrisation et de la configuration. Le temps qu'on va passer ici va dépendre de plusieurs choses, notamment ce qu'on a estimé comme module pertinent à mettre en place et bien sûr le degré de complexité qu'on recommande en général de garder le plus simple possible. Donc, dans la paramétrisation et la configuration, on va aller acquérir les environnements et tout ce qui est licence. On va configurer tous les incidents. Donc, on va cacher des champs, on va en rajouter potentiellement. On va s'assurer que les activités sont configurées comme il faut. L'intégration avec les courriels pour que ça rentre automatiquement au niveau des files d'attente. Des tableaux de bord, on va peut-être modifier certaines composantes pour apporter de la valeur plus pertinente dans le cas de chaque organisation. Et la sécurité, donc quand on parle de sécurité ici, on parle des accès. Donc, qu'est-ce que quelqu'un a le droit de faire en fonction de son rôle de sécurité, en restant très proche du out of the box, donc des éléments qui sont vanille. L'étape d'après, donc c'est la formation puis le lancement. Donc, former les super utilisateurs qui, eux, iront ensuite former les utilisateurs finaux et la plateforme qui va être lancée. On met une journée parce que dépendamment de la profondeur que les super utilisateurs veulent aller chercher, il peut y avoir des sessions de formation qui sont quand même assez longues. Et donc, ça peut varier beaucoup. Ça peut être très, très simple, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, et ça peut aussi s'étaler sur le temps. Donc, on peut faire le plus important, le plus critique tout de suite et les fonctionnalités avancées peuvent être montrées plus tard à travers le temps. Et finalement, la stabilisation, pour nous, c'est vraiment au moment après l'appropriation. Donc, vous avez commencé à utiliser le système, ça répond à vos besoins, probablement à 80%. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour aller chercher ce 20%-là? Est-ce qu'on peut ajouter des fonctionnalités également parce qu'on voit plus grand, parce qu'on pense, comme dans la slide que j'avais au début, on pense au futur, on pense au après. Comment est-ce qu'on va s'outiller pour gérer et avoir un système qui nous sert aujourd'hui, mais qui nous sert aussi à long terme, donc bâtir une feuille de route dans ce sens-là, en termes de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça, c'est la dernière étape. Donc, on ne met pas vraiment de temps là-dessus parce que c'est quelque chose qui vient après que l'implantation soit effectuée. Mais effectivement, c'est important d'avoir des gens qui sont là pour écouter, pour vous orienter dans cette période de post-appropriation-là, quelque chose que nous faisons. Pour réussir, vraiment important, quelques conseils. C'est important de valider les prérequis tôt. Donc, nous, on est Dynamics 365. Donc,
il faut regarder, on est dans 365, est-ce que ça marche? On est dans le déploiement cloud, c'est compatible, c'est facile, mais il faut valider tout ce genre de prérequis très tôt. Et là, je parle de prérequis un peu infrastructure, mais des requis fonctionnels aussi. C'est pour ça que notre première étape, c'est comprendre ce que la plateforme fait. Ensuite, il faut vraiment garder un mindset de standardisation de traitement. Donc, comment est-ce que les demandes arrivent? On standardise comment est-ce qu'elles sont prises en charge. On standardise le partage, comment est-ce que les demandes sont accessibles ou l'historique est accessible par d'autres personnes. Et comment est-ce qu'on s'organise rapidement. Donc, la clé ici, c'est rapidement qui nous emmène sur le deuxième point, le troisième point, pardon, qui est de rester le plus vanille possible. Le plus vanille possible signifiant très peu de personnalisation. On essaye de garder la plateforme telle qu'elle. Il faut pas, on a tendance à mettre des composantes qui sont plus statistiques d'un point de vue managérial parce qu'on veut comprendre ce qui se passe. Mais en fait, il faut garder les actions simples parce que ça reste que c'est un projet de changement, un changement rapide. Alors, on ne veut pas perdre les gens dès le départ avant même d'avoir commencé. Donc, on veut rester le plus simple possible. On veut même aller jusqu'à cacher des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Comme ça, il y a moins de pollution visuelle et moins de possible incompréhension des utilisateurs. Et finalement, garder les éléments complexes pour les améliorations futures. Donc, éléments complexes, on va parler par exemple d'intégration, on va parler de chargement de données qui sont lourds et complexes. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut garder pour plus tard. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a toujours un 80-20. Partir comme ça en une semaine, on va souvent aller chercher du 80. Puis, il faut réfléchir à notre 20% à travers le temps, non pas immédiatement. C'est très important pour réussir. Et votre engagement aussi en tant qu'organisation, super important de dégager suffisamment de temps d'une personne, deux personnes, dépendamment de comment est-ce que vous fonctionnez, mais des gens qui vont avoir du temps pour travailler sur le projet, pour expliquer quels sont les processus, pour guider dans la paramétrisation et dire, ben, voilà les modules qu'on va utiliser parce que c'est le plus simple pour nos utilisateurs, parce que c'est le retour sur investissement le plus rapide. Il faut impérativement mettre un power user en charge, un ou plusieurs, mais il faut qu'il y ait quelqu'un à l'interne pour un projet une plateforme qui se déploie aussi rapidement. Il faut que l'appropriation à l'interne soit tout aussi rapide pour qu'il y ait un retour sur l'investissement qui soit efficace. Et ça, j'en parlais tout à l'heure. Donc, cibler la valeur ajoutée pour les usagers en premier et ensuite pour les gestionnaires. Donc, vraiment, c'est un projet de changement. Donc, il faut faire attention à donner aux gens un système qui est simple à utiliser, un système qui va leur servir pour être sûr d'en bénéficier tout de suite. Et les gestionnaires, ensuite, vont pouvoir bâtir des rapports là-dessus ou augmenter au fur et à mesure le type d'informations qu'ils capturent afin d'obtenir les informations qui sont pertinentes au niveau managérial. Donc, ça, c'est vraiment les conseils qu'on a au niveau de, justement, l'aspect de quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte si on veut s'assurer de réussir un projet comme ça assez rapidement. Comment le faire? Avec nous. Est-ce que j'ai Pierre sur la ligne? Oui, ça, bien sûr. Vas-y, tu peux dérouler. Pendant qu'on réfléchissait à ce qui se passait en ce moment, on s'est demandé comment qu'on pouvait, aussi à la lumière de ce que Microsoft a fait, qui n'est pas négligeable, un manufacturier qui fait des logiciels et qui l'offre pour une période de 6 mois, on a dit comment que nous, on peut faire ça et appuyer nos clients. Vous le voyez, alors on est des experts et c'est ce qu'on fait dans la vie, de déployer des systèmes CRM. Alors, la façon dont on a décidé d'approcher ça, c'est de travailler avec vous. Et c'est vraiment dans un esprit de dire, bon, ben, si on va réussir à faire ce projet-là en bas à l'intérieur d'une semaine, on va travailler avec vous et partager le risque et on va prendre des engagements mutuels qui sont clairs en termes de, bon, qu'est-ce qu'on s'attend. Et je pense que dans ce que Salim décrivait au niveau du fit gap, c'est important qu'on est dans un esprit que la perfection est le pire ennemi du bien. Alors, ce qu'on veut travailler, ben, c'est de travailler et de faire ce que vous voyez là. En fait, ce qui résume en une slide ce que Salim vous a présenté. Donc, c'est ce qu'on propose de faire. Puis, je pense que tu as un autre clic à faire, Salim.
On a fait une formule forfaitaire, donc à 9 975 On a les détails sur ce qu'on livre à l'intérieur de ce 9 975 $-là, mais à penser d'avoir un case management system pour les 6 prochains mois à 9 975 $, je pense que c'est fort intéressant pour les entreprises. Et comme je vous dis, on va partager le risque. Et on va le faire de façon collégiale et conviviale et de voir comment on va travailler ensemble pour en arriver à ce 80-là. Donc, dans les premières étapes, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est de regarder, écoutez, le 80%, il est où et est-ce qu'on peut y arriver? Et on est convaincu que dans ce qu'on vous a présenté dans les fonctionnalités, en utilisant nos experts et notre façon de travailler comme des consultants, de dire, écoutez, dans le contexte actuel et dans ce qu'on veut réaliser, on va mettre cette partie-là dans le 20%. Parce que c'est sûr que de ce que vous avez vu et vous avez peut-être vécu des systèmes de gestion d'incidents, ça peut devenir très complexe et peut avoir des niveaux d'escalade, des gestions d'SLA plus complexes, des automatisations, des workflows, etc. On ne parle pas de ça ici. Est-ce que c'est possible? La réponse est oui. On ne parle pas non plus qu'on va importer les données, votre historique client, etc. Parce que quand on tombe là-dedans, très rapidement, on n'arrive pas à ça. Mais de ce que vous avez vu aujourd'hui, dans l'esprit de la chose, de dire comment on peut supporter nos clients et nos employés de manière rapide, je pense qu'on peut le faire avec cette formule-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Avant que je parle de nous, j'aimerais entendre parler les gens de eux. Est-ce qu'il y a des choses des questions à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues? Est-ce que vous pensez ça raisonnable et intéressant? Alors, j'ai quelques questions. Oui. Par rapport à ça spécifiquement, on demande si le montant inclut des frais de cloud. Ça, je peux y répondre. Dans le fond, notre montant, il n'inclut rien en termes de licence parce que si vous qualifiez avec Microsoft, vous avez droit à l'utilisation de la plateforme sans frais pendant 6 mois. Donc, il n'y a pas de frais additionnels en ce sens-là provenant de XR Vision. J'ai une autre question. Est-ce que la licence suivante inclut le Dynamics Customer Service, Dynamics 365 Customer Engagement Plan? La réponse pour Customer Engagement Plan, c'est oui, ça inclut Customer Service. Par contre, ça ne se vend plus. Donc, si vous en avez encore, ça veut dire que vous avez déjà accès à la plateforme Customer Service. Question sur comment avoir les détails sur notre formule forfaitaire. Est-ce que nous devons faire parvenir un courriel? Ce ne sera pas long. En fait, on va vous donner, en fait, pendant qu'on discute, là, je vais lancer un sondage pendant que je réponds aux questions également. Donc, vous pouvez répondre. Ça doit apparaître sur vos écrans actuellement. Une autre question sur c'est quoi le reporting de base out of the box? Là-dessus, en termes de reporting, mais c'est sûr que toutes les données peuvent être extraites. Donc, on peut extraire dans du Excel pour faire des rapports. Donc, ça peut être ça. Sinon, il y a des rapports standardisés aussi, mais il faudrait plus les regarder. Ça ferait partie justement de la phase de découverte des fonctionnalités out of the box dont je parlais tout à l'heure. Je m'excuse. Si vous avez d'autres questions, allez-y. J'ai une autre question où on me demande souvent, c'est le trafic des données qui coûte le plus cher pour des solutions cloud. Quelle est notre opinion sur la base de notre expérience? De notre point de vue, Dynamics 365, c'est une solution entreprise. Donc, en termes de volume de données qui peut être géré, autant à importer qu'à gérer au day-to-day, ce n'est pas quelque chose de problématique.
J'ai une autre question. Dans le contexte du programme euh, PACME qui subventionne la formation pour les restructurations post-COVID-19, est-ce que la formation au personnel et super utilisateurs qualifie? C'est sûr que je n'ai pas la réponse maintenant. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut vérifier et vous revenir là-dessus. En fait, la réponse à ça, Céline, c'est que oui, nous sommes un organisme certifié au niveau de la formation. Maintenant, à savoir si le gouvernement va considérer la formation super utilisateur et etc., là, je croirais que oui, mais je ne serais pas totalement affirmatif. Les programmes étant un peu complexes, mais conceptuellement parlant, oui. Merci. Alors, je n'ai pas d'autres questions qui s'affichent. Je vais juste laisser quelques secondes aux gens qui veulent compléter le sondage, si vous ne l'avez pas encore fait. Et, et pendant ce temps-là, très rapidement, parce que le sujet du séminaire n'est pas parler de nous, alors j'ai gardé cette diapositive-là pour la fin. Alors, qui sommes-nous? Fondé en 2008, pensez à ce qui s'est passé, la crise économique qu'il y a eu en 2009. Alors, c'était une belle occasion de partir en entreprise. Bravo à notre propriétaire Félix. Et bon, on est rendu aujourd'hui avec plus de 50 experts, donc une soixantaine de personnes. Donc, on est un des leaders au niveau du développement sur Dynamics CRM. On est un des partenaires importants au Canada. Voilà, donc avec toute cette expérience là derrière nous. Voilà. Merci, Pierre. J'ai quelques autres questions qui rentrent. On a encore quelques minutes, alors on va les répondre. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible d'apprendre davantage sur Customer Engagement versus Field Service, et qui demande si on a des séminaires à ce niveau-là. Actuellement, je dirais que dans le moyen terme, c'est pas prévu, mais c'est le type de feedback qui est intéressant parce que ça nous aide à prévoir justement qu'est-ce qu'on peut présenter prochainement. Donc, merci pour ce feedback. On va le prendre en considération. J'ai une autre question. Pour accéder à notre support, le client doit avoir un contrat valide. Pour intégrer une validation, on demande combien de temps ça prendrait pour cela. En fait, le système supporte très bien ça. Donc, c'est le concept des droits ou entitlement, qui est le terme. Combien de temps ça prendrait, ça dépend de la complexité de vos droits. Donc, il faudrait regarder, mais c'est des choses qui prennent souvent un jour ou quelques jours, là, mais ce n'est pas très, très lourd à faire, sans vouloir me prononcer plus en détail que ça, parce que je ne connais pas les détails de votre organisation. Une autre question qui demande si on offre des séminaires en anglais. À court terme, la plupart qu'on a sont prévus en français. Par contre, on en fait des fois en anglais. Donc, ça va être possible. Donc, continuez de suivre nos invitations, puis on va s'assurer de mentionner quand c'est en anglais pour que vous soyez au courant si c'est le cas. Stay tuned. Stay tuned, that's right. Une autre question, je vais la prendre, c'est la dernière. Est-ce qu'une solution cloud peut coexister avec une solution on-prem? La réponse, c'est que ça reste deux systèmes qui sont séparés. Donc, ça dépend à comment l'organisation veut gérer qui utilise quel système et dans quel contexte. Mais il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui migrent partiellement ou progressivement leurs utilisateurs du cloud vers du on-prem vers le cloud. Ça peut se faire, par exemple, par groupe d'utilisateurs, par département, etc. Et pour compléter là-dessus, là, je pense, et corrige-moi si j'ai tort, je sais que tu vas le faire, mais les prérequis sont beaucoup plus au niveau de la suite
Office 365 et l'infrastructure dont on a parlé au début, entre autres aussi tout ce qui est authentification et sécurité dont on a parlé. Fait que si vous avez déjà un pied dans le cloud de Microsoft avec Office 365, on peut récupérer les règles de sécurité qui existent déjà et donner des droits. S'il faut tout répliquer ça, et etc., ben là, c'est sûr que le temps s'allonge. Et ensuite de ça, quand on parlait du 80-20, et quand on dit, OK, est-ce qu'on peut l'intégrer à d'autres systèmes? Et on peut, la réponse est souvent oui, mais on s'éloigne du fameux 80-20 dont je parlais, de dire, écoutez, est-ce qu'on peut rapidement avoir un case management system? Ben, dans le 80, la dernière question est plus dans le 20%, je dirais, là, mais oui, c'est fort possible. Est-ce que j'ai dit des choses horribles? Non, non, ça va. OK. Je suis encore assis. Dernière question. Est-ce qu'il y a une intégration possible native avec des call queues de Microsoft Teams? À ma connaissance, non. Mais je suis donc de manière native, à ma connaissance, non. Mais il doit y avoir des choses qui sont possibles autant avec le digital messaging ou le omni-channel. Donc, c'est quelque chose à regarder, mais nativement, il y a rien pour ça. Donc, il faudrait l'investiguer. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je veux remercier tout le monde pour le temps que vous avez passé avec nous. J'espère que le contenu a été pertinent. Pour la suite, bien sûr, pour nous joindre, on a le site web où on aura toutes les informations de contact. Vous pouvez nous écrire également avec l'adresse courriel qui est là. Et j'avais mis tantôt l'adresse courriel de Pierre Gilbert pour des demandes par rapport à notre offre standardisée pour la mise en place du Customer Service. Mais n'hésitez pas à nous écrire également sur info. Toutes ces boîtes sont monitorées, donc on vous fera un retour très rapidement. Alors, je veux dire merci à tout le monde et bon confinement et à très bientôt. Merci beaucoup de votre temps, tout le monde. Merci beaucoup.